Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce dimanche 25 juin. Le chef de l'État ivoirien a quitté Abidjan ce dimanche pour Paris en France. Le président Alassane Ouattara va prendre part à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il est décerné cette année au maire de Lampedusa en Italie et à une ONG pour leurs actions en faveur des migrants. Le Ramadan 2017 a pris fin hier samedi avec l'observation du croissant lunaire. Les musulmans célèbrent donc ce dimanche l'Aïd el-Fitr. Première étape, la prière dans les différentes mosquées. En France, les ministres des Transports de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont échangé avec les responsables du groupe Bolloré. Il a été question du retard dans la réalisation de la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya. Les travaux ont été confiés au groupe Bolloré. L'orpaillage clandestin, une pratique malheureusement en expansion en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien s'est donc doté d'une stratégie nationale de lutte contre cette méthode artisanale illégale d'extraction de l'or. Bienvenue dans le 20h. Il a quitté Abidjan pour Paris ce dimanche. Le président Alassane Ouattara va prendre part à la cérémonie solennelle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce prix, qui porte le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire, a été créé en 1989 par une résolution parrainée par 120 pays et adoptée par la 25e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Il vise à honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Par ce prix, l'UNESCO veut également rendre un vibrant hommage au président Félix Houphouët-Boigny qui a consacré sa vie à la promotion et au renforcement de la paix, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique et dans le monde. La cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix aura lieu le mardi 27 juin 2017 au siège de l'UNESCO. Elle enregistrera la participation de nombreuses personnalités, notamment celle du président Abdou Diouf, parrain du prix, du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, protecteur du prix, de Mme Thérèse Houphouët-Boigny et de la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova. Les musulmans célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Avant son départ pour la France, le président Alassane Ouattara a pris part ce matin à la prière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de la Riviera Golf. Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. C'est au rythme des louanges adressées que les fidèles musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golf ont entamé cette célébration de l'Aïd el-Fitr. Des louanges qui ont valeur de reconnaissance à Allah, celui qu'ils ont magnifié tout le long du mois de Ramadan. Allah est grand, disent-ils. Nul n'est digne d'adoration à part lui. Sa miséricorde est infinie. Des paroles profondes et pieuses également prononcées par le président Alassane Ouattara, une fois de plus présent pour ce grand moment de culte. Le chef de l'État et tous les autres croyants musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golf ont d'abord accompli les 2 rakas, dirigés par le grand imam Mamadou Traoré, avant d'être édifiés sur le sens et le but de ces 29 jours de jeûne. En vérité, chers frères et sœurs, les jeûnes en islam, particulièrement les jeûnes du mois béni de Ramadan, n'est pas une fin en soi, ni une pénitence, comme le pensent certaines personnes. Il est plutôt les moyens d'atteindre un but noble dont dépend le bonheur des hommes dans l'au-delà, tout comme sur terre. La paix étant propice à l'œuvre d'adoration, l'imam Mamadou Traoré a également formulé des prières pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Une démarche soutenue par le chef de l'État qui s'est exprimé à l'issue de la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes redevables à Allah que ce mois se soit bien passé, malgré les difficultés que nous avons traversées, notamment avec les inondations et les pertes en vie humaine et les dégâts. Et maintenant que nous sommes à la fin de ce mois, il a prié pour la Côte d'Ivoire, et je l'en remercie, pour la paix dans notre pays, pour la concorde, pour la cohésion. C'est important
que la paix se consolide davantage et que les quelques difficultés que nous avons vécues en début d'année soient derrière nous, pour qu'à compter de maintenant, la Côte d'Ivoire puisse continuer le progrès et pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Le Ramadan 2017 terminé reste un défi majeur pour chaque fidèle musulman, à savoir préserver les acquis spirituels de ce mois béni. Ces acquis sont entre autres la piété, l'amour du prochain et la bienfaisance. Tout comme à la grande mosquée de la Riviera Golfe, toutes les mosquées du district d'Abidjan ont fait la prière de l'Aïd el-Fitr. Nous vous proposons des images des communes du plateau de Treichville, d'Adjamé, d'Abobo et d'Anyama. Ferveur ici à la grande mosquée du plateau. Fidèles musulmans se sont retrouvés à l'occasion de la fin du mois de Ramadan. Dans son sermon, l'imam adjoint de la grande mosquée du plateau, Traoré Mustapha, a invité les fidèles musulmans à cultiver davantage la crainte d'Allah pour faire face à la tentation. Plusieurs personnalités ont pris part à cette prière de l'Aïd el-Fitr, une belle occasion pour elles de faire aussi des prières pour la paix dans notre pays. La prière de l'Aïd el-Fitr marque la fin du mois de Ramadan. Dans la commune de Treichville, les fidèles musulmans se sont rassemblés à la mosquée du CHU de la dite commune pour la prière de l'Aïd el-Fitr. À cette occasion, l'imam Harouna Kone a exhorté la communauté musulmane à s'approprier les vertus de solidarité et de fraternité. Après la prière collective de 2 rakats, un tour est fait au service de traumatologie de CHU de Treichville, où l'imam Harouna Kone et une délégation du projet Ramadan pour les malades ont visité les différentes chambres pour apporter un peu de sourire aux malades. À Djamé, 220 logements, quartier Marie-Thérèse, ancien Homossi. Célébration de l'Aïd el-Fitr en face de la mosquée Jabad. De nombreux fidèles ont participé à la fête qui marque la fin du jeûne musulman. Une prière de 2 rakats dirigée par l'imam Koulibaly Amadou, qui dans son sermon a invité les fidèles à l'union, au pardon, à l'unité, à la cohésion et à la réconciliation. Il leur a rappelé l'importance du jeûne dû à Dieu. L'imam Koulibaly Amadou n'a pas omis de souhaiter la paix dans le pays. Après la prière collective, il est de tradition de visiter ses proches et ses parents et de leur souhaiter un Aïd Moubarak. Même message à la grande mosquée des camps militaires. Ici, l'imam Daouda Doumbia, en plus de ces thèmes, a demandé aux fidèles musulmans de s'éloigner de l'enrichissement illicite, toute chose interdite en islam. Pour lui, le musulman doit respecter et prôner les vraies valeurs de l'islam, la paix, la tolérance, la solidarité et l'amour. Toujours dans la même commune. À la base navale d'Abidjan, l'aumônerie militaire auprès de l'état-major de la marine nationale et la communauté musulmane ont choisi la mosquée de la dite base navale pour la prière collective. Prière dirigée par l'imam Youssouf Konaté, aumônier militaire qui a exposé sur la contribution de l'islam dans la lutte contre le fléau de l'enrichissement illicite. Il les a par la suite invités à se référer aux vertus du Coran et à cultiver la fraternité, la tolérance, l'amour du prochain et la paix. La traditionnelle prière de fin de mois de Ramadan a vu la participation du comte amiral Tchakari Diakonati, chef d'état-major de la marine nationale. La date de l'Aïd el-Fitr est le jour suivant le dernier jour du mois de Ramadan. Et il arrive 29 ou 30 jours après le début du mois de Ramadan selon les années. Rond-point de la mairie d'Abobo. Il est un peu plus de 8 heures, un embouteillage monstre. La raison, les préparatifs de la prière de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan. Il nous faut coûte que coûte s'effrayer un chemin pour ne pas manquer la prière. Nous réussissons à sortir de ce labyrinthe. Direction la gare routière internationale d'Anoukoukouté. Ici, jeunes, femmes, enfants nat et tapis en main se dirigent sur l'esplanade de la mosquée Al-Mami Tungara. Une fois les fidèles installés, l'imam encadré de ses collaborateurs arrive pour la prière. Il est 9 h. La prière terminée, l'imam Moussa Diarra dans son sermon a exhorté les fidèles à tourner le dos à la corruption. La communauté islamique Ahmadiyya a célébré ce jour la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan. Ensemble,
Les fidèles ahmadistes se sont retrouvés à la mosquée principale d'Adjamé 220 pour écouter le sermon de l'ami en chef de cette communauté. L'ami Abdul Kayoum Pacha, dans son sermon, est revenu sur le sens de ce mois de carême, qui est une grâce, selon lui, offerte à chaque musulman de se racheter de ses péchés afin de se rapprocher davantage de son Créateur. Une prière de 2 rakats a clôturé cette rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance fraternelle. Mettons le cap sur les villes de l'intérieur du pays où l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan, a été célébrée avec autant d'enthousiasme. Tous convergent vers les mosquées pour démarrer cette journée particulière. Dès 9h, la place de la Paix de Mans, transformée pour l'occasion en un géant lieu de culte, est prise d'assaut par les fidèles musulmans. Les 2 rakats de la prière de l'Aïd el-Fitr sont dirigés par El Hadj Fofana Aboubakar, imam principal de la grande mosquée de Mans. Dans son sermon, il a exhorté les fidèles à préserver les acquis du mois béni de Ramadan, à cultiver les valeurs du pardon, de l'amour, de la tolérance, de l'ouverture aux autres. Des fidèles heureux ont formulé des vœux personnels et des vœux pour le pays. Un grand moment pour la communauté musulmane de Mans, soutenue par les élus et les autorités administratives de la ville. L'Aïd el-Fitr, ou la fête musulmane marquant la fin du mois de Ramadan, célébrée avec ferveur dans la cité balnéaire de San Pedro. Du quartier Bardo au quartier Lac Cité Balmer, les musulmans de la cité portuaire ont accompli les 2 rakats et imploré la clémence divine. À cela s'ajoutent les messages des guides religieux. Tous appellent les croyants à entretenir le bagage spirituel accumulé lors du mois de Ramadan. Les imams ont également prié pour le gouvernement pour les efforts qui ont permis de sortir San Pedro de l'enclavement suite aux récentes inondations. Après 29 jours de recueillement spirituel, les croyants musulmans de Meyagui se sont donné rendez-vous à la mosquée CEDEAO pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Une prière dirigée par l'imam Bourreima Diallo. Le guide religieux exhorte ses fidèles à perpétuer les valeurs empruntées lors du mois de Ramadan, notamment la solidarité et la piété. Une procession en direction de la mosquée pour commencer la prière du Ramadan à Tanguélan, dans l'Est ivoirien. Dans cette sous-préfecture, un pays Ani, Est de la Côte d'Ivoire, une communauté de quelques 600 fidèles musulmans psalmodiant les bénédictions consacrant la fin de la période du jeûne. Pour El Hadj Mohamed Ouedraogo, l'imam de la mosquée principale, il faut que les fils de Tanguélan renforcent la cohésion, l'une des valeurs fortes de la société. Présents aux côtés des fidèles musulmans, les autorités coutumières, administratives et politiques. L'Aïd el-Fitr, fête de la rupture, célébrée donc autour de la réconciliation à Tanguélan. Après les prières à la mosquée, l'heure était aux retrouvailles familiales. Parents et amis se sont retrouvés pour la plupart autour du repas de la fête. Deviseyo, à Boussanego. La famille Dramé vit depuis plusieurs années dans la commune d'Adjamé. Pour la célébration de la fête de Ramadan, elle a mis les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, j'ai tué 10 pintades, 10 poulets. Et nous avons tué un bœuf aussi. Le Ramadan, moment de retrouvailles entre amis, parents et proches. Je suis content. L'année passée, nous avons fêté avec des gens qui ne font pas partie de nous cette année. Et si Dieu nous a montré cette année et que ces enfants-là viennent me saluer, je rends grâce à Dieu. Pour égayer ce beau monde, l'épouse de Dramé a concocté le mets préféré de la famille. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, donc j'ai préparé du riz, une sauce claire, un pintade et un poulet. Non loin de là, ce sont les hommes qui sont au fourneau. Oui, chaque année c'est comme ça, les femmes sont à la maison, elles préparent midi. Nous, bon matin, on est là, on grille, on mange un peu, jusqu'à 13h. Et tout le monde est content, quoi. Toujours dans la commune d'Adjamé, malgré leurs modestes moyens, Dame Logosa et sa famille ne boudent pas leur plaisir. La vraie fête, là, c'est la santé d'abord, et puis on n'a pas beaucoup de moyens. Comme c'est la fête de... Après jeûne, on doit fêter. Donc ce qu'on a eu, 5 poulets, un peu de choses, chèvre. C'est ça que j'ai eu, avec mes enfants et mon mari, on va manger. Nous faisons un tour à Williamsville, cet autre quartier de la commune d'Adjamé. Une cour commune nous accueille. Cette fête est un moment de partage avec le voisinage. Chrétiens ou musulmans ici, tous les mêmes choses. Si on est préparé, on donne chrétien. Si chrétien est préparé, il donne nous. Donc nous ici, quartier là, nous tous ça c'est la même chose. Là, vous voyez mouton et puis poulet là. On a préparé beaucoup, nous on a mangé bien. Nous on est contents. Au cours du mois de Ramadan,
les non-musulmans, il y a d'autres qui nous ont envoyé du sucre. On est ensemble. Donc le jour de la fête, nous aussi on leur donne à manger. Direction les 2 plateaux dans la commune de Cocody. Nous sommes chez les Cissé. Le chef de famille rencontré seul à son domicile déguste un bon plat. Un fait inhabituel mais qui s'explique. Tellement la famille est nombreuse, les salutations ça court de partout. C'est un moment où nous tous nous retrouvons pour échanger, pour parler de tout ce qui a été fait pendant ce mois de pénitence-là, afin de bénéficier aussi de l'expérience de tout un chacun. Dans toutes les familles visitées, l'accent a été mis sur la cohésion et l'amour du prochain, 2 vertus importantes dans la vie du musulman. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale informe que le dimanche 25 juin 2017, jour de la fête de fin de Ramadan, Aïd el-Fitr, et lundi 26 juin 2017, lendemain de la fête de fin de Ramadan, sont déclarés jours fériés et chômés sur toute l'étendue du territoire national. C'est à Paris, en France, que les ministres des Transports de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont échangé avec les responsables du groupe Bolloré. Une rencontre à 3 semaines du 6e traité d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Il a été question du retard dans la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya, des travaux confiés au groupe Bolloré. Mamadou Kwasi. À la dernière session du traité d'accord et de coopération de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les 2 parties ont décidé de la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya, d'un coût global d'environ 262 milliards de francs CFA. Les travaux seront réalisés par l'entreprise française Bolloré. Mais depuis quelques mois, un retard est constaté dans le début des travaux. Pour mieux comprendre cette situation, le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, et son collègue du Burkina Faso en charge des transports échangent ici à Paris, dans la capitale française, avec les responsables de l'entreprise en charge des travaux. Le prochain sommet, c'est dans 3 semaines. Donc nous avons voulu, en tout cas ensemble, pouvoir revisiter, comprendre ensemble qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait que ça piétine. Le concessionnaire, effectivement, qui finance, il y a des raisons financières qui avancent, ce qui est normal, qui est tout à fait normal. Alors nous, les 2 pays, nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions réaliser en tout cas ce projet qui est capital pour nous. Les responsables de l'entreprise Bolloré ont présenté aux différentes délégations les problèmes rencontrés dans la réalisation de ce projet. Qu'on soit bien d'accord sur les perspectives de trafic et les priorités à donner à la réalisation des travaux. C'est également la coordination entre le calendrier des travaux et la montée en puissance des trafics. Donc ce sont des points assez techniques sur lesquels nos équipes vont travailler dans les 2 semaines qui suivent, de manière à proposer aux autorités les derniers contours du projet, de manière à avancer encore une fois très vite. Le ministre Amadou Koné et son collègue du Faso ainsi que la partie française se sont donné rendez-vous dans les jours à venir en vue de finaliser le dossier. Après cette rencontre, la délégation ivoirienne conduite par le ministre Amadou Koné a échangé avec des opérateurs économiques, des hommes d'affaires venus présenter au ministre et à sa délégation un projet de modernisation du système de transport public abidjanais. Un projet portant sur la fourniture de 500 autobus annuellement à la Soutra et la construction à Abidjan d'une usine de montage d'autobus, de nouveaux types de véhicules de transport public en vue de remplacer les mini-cars appelés communément Gbaka. Leader automobile européen en montage de bus et de véhicules de transport public, Iveco. Cette entreprise, au dire de ses responsables, veut contribuer à la politique de modernisation et de professionnalisation du secteur du transport public ivoirien, déjà entamée par le gouvernement. Ici en Côte d'Ivoire, à la faveur de la saison des pluies, le ministère des Infrastructures économiques engage des travaux sur le long de l'autoroute du Nord. En première ligne, libérer les ouvrages d'évacuation des eaux. Ils sont occupés par les stations-service. Grâce Kando. Autoroute du Nord, dans la commune de Yopougon. La saison des pluies n'est pas la bienvenue ici. L'eau cause d'énormes dégâts, difficile pour les automobilistes de circuler sur cette voie. Quand il pleut, les voitures ne passent pas. Ils ont oublié de faire rang parce qu'il n'y a pas de route. À cause de l'eau, là, les canaux sont remplis, il n'y a pas de route, il n'y a pas de passage. Donc il diminue. Quand l'eau côté aussi est rempli,
Tout va là-bas. Quand là-bas, il y a guichet aussi, il n'y a pas de route. Soit obligé de ralentir, soit de se retenir. Quand on arrive à ce niveau, soit on gare, soit on trouve des solutions. Une fois que tu t'engages, ta voiture peut rester. L'eau couper la route même, on ne peut pas s'engager. À l'origine de cette situation, l'occupation anarchique par des stations-service qui, de par leur aménagement, ont obstrué les réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales. Pour remédier à cela, des travaux sont engagés par le ministère des Infrastructures économiques. Toutes les stations-service qui longent l'autoroute du Nord ont construit sur les réseaux d'assainissement. De telle sorte qu'aujourd'hui, la population ivoirienne n'est plus en mesure de circuler. Donc depuis une semaine, nous sommes à pied d'œuvre pour restituer le réseau d'assainissement dans son état initial. C'est un réseau d'à peu près 2,5 mètres, mais aujourd'hui, avec les terrassements, les buses et les dallots que les gens ont érigés, aujourd'hui, le réseau d'assainissement fonctionnait à 5%. Aujourd'hui, c'est chose faite, l'autoroute du Banco n'est pas coupée et la population ivoirienne circule librement. Ils doivent bien travailler. Je suis fier de eux aujourd'hui, je suis fier de eux demain. Aller au travail tranquillement, sans problème, on n'a pas eu de problème avec quelqu'un. L'initiative est bien accueillie, mais d'autres préoccupations demeurent. La solution qu'ils ont eue au niveau de l'eau là, ils n'ont qu'à faire un effort pour trouver une solution au niveau de la route là. Voilà, refaire la route, c'est la voie principale. Et puis au niveau des poids lourds, ils n'ont qu'à respecter l'heure. À 6 heures, les groumiers, que ce soit les poids lourds, les gars nous amènent trop. Ça fait qu'il y a beaucoup d'accidents. La dernière fois, il y a une ambulance qui venait, et c'est pas s'il ne connaissait pas la voie, il est tombé dans il y a un trou, il est tombé dans l'ambulance, ça fait tonneau. À cette requête, le ministère des Infrastructures économiques compte apporter des réponses très rapidement pour le bonheur des populations. 1,3 milliard de tonnes de déchets sont produits chaque année dans le monde. Comment gérer ces matières résiduelles ici en Côte d'Ivoire? Comment valoriser ces déchets et exploiter le potentiel qu'ils représentent? Ces questions étaient au cœur du magazine de ce dimanche. Hamza Diaby les a posées à un expert en environnement. Quelques réponses. Tout ce qui s'appelle valorisation peut prendre plusieurs formes. Ça peut être le réemploi, la collecte, le recyclage et la valorisation de matières comme le compostage ou la biométhanisation. Ce sont des formes de valorisation pour la matière organique. Donc, ça se découpe en plusieurs aspects, plusieurs étapes. Donc, une peau de banane pourrait être compostée et il y a des techniques donc, pour transformer cette peau de banane avec des fruits, légumes, avec des résidus végétaux, des résidus alimentaires, en engrais, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Vous avez aussi une autre méthode qui s'appelle la biométhanisation en forme du gaz. Et à partir de la peau de banane, toujours, mais dans des conditions un peu différentes, et on peut générer des biocarburants. Donc, à partir de ce gaz-là, il serait possible de l'utiliser pour faire fonctionner des véhicules. La bonne gestion des déchets pour préserver l'environnement, la valorisation des parcs et réserves est également un atout majeur. Le parc national d'Azani, à environ 120 km d'Abidjan, fait partie des aires protégées de la Côte d'Ivoire. Des travaux d'aménagement sont en cours pour sa valorisation. L'Office ivoirien des parcs et réserves mène sur place une mission d'évaluation de l'état d'avancement des travaux. Thomas Guissambi. Massif forestier, végétation luxuriante, écosystème à envier, voici le visage du parc national d'Azani, à cheval sur le département de Grand Laou et celui de Jacquesville. Partie intégrante des aires protégées dont dispose la Côte d'Ivoire, le parc bénéficie aussi du projet de conservation des ressources naturelles Corena. En effectuant le déplacement du parc d'Azani, il était question pour la mission d'évaluation de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux, tels les bâtiments administratifs, l'ouverture de pistes, la construction de miradors, mais aussi des réceptifs, un débarcadère et des lieux de pique-nique. Conduite par le contrôleur budgétaire intérimaire de l'OIPR, la mission au terme de sa visite s'est dite satisfaite de quelques avancements, mais exhorte surtout l'entrepreneur à tout mettre en œuvre pour livrer les travaux selon le cahier de charge. Situé à 130 km d'Abidjan, le parc national d'Azani a une superficie de 19 400 hectares.
L'orpaillage clandestin, une pratique qui agit négativement sur l'environnement, elle est malheureusement en expansion en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien s'est donc doté d'une stratégie nationale de lutte contre cette méthode artisanale illégale d'extraction de l'or. Un dossier signé Eugène Atoubé. Sur ce périmètre, dans le village d'Angovia, dans la sous-préfecture de Boisflé, une petite colonie burkinabé a établi son campement. Ici, la vie se résume à creuser, creuser et creuser. De longs filons et des trous d'une profondeur pouvant atteindre 30, 40, 50, voire 60 mètres. Un travail long et harassant, au péril de sa vie, mais au bout duquel l'espoir de trouver de l'or, beaucoup d'or. Ça signale que ça est là, mais on n'a pas trouvé la vraie place. Partout où il s'en va, nous on le suit. Ouais. Il peut aller comme ça, il peut tourner pour aller comme ça, il peut tourner pour venir derrière, mais nous on le suit, qu'on gagne un peu. C'est souvent dans nos patrouilles que nous les rencontrons. Et quand on les voit, la première des choses qu'on leur dit, c'est de savoir s'ils sont autorisés et qui les a admis à s'installer. Ils disent qu'ils ont leur gourou, leur patron, qui se mettent souvent en contact avec les représentants des villageois. Et ce sont ceux-là qui les installent. Angovia est illustratif de l'ampleur du phénomène de l'orpaillage, une activité organisée par des clandestins. Toutes les régions de Côte d'Ivoire en sont touchées. Ce sont des invasions à longueur de journée des localités aurifères de Côte d'Ivoire. Le fait est de clandestins venus de toutes parts, mais surtout par vagues entières des pays limitrophes, Ghana, Burkina, Mali, à la recherche du métal précieux. Tous des clandestins engagés dans une activité illégale et dont la présence massive a permis l'expansion de l'orpaillage. Souvent on peut gagner 1000 francs ou bien 500. Souvent les gens viennent, essayer de nous faire sortir. Ça vaut 24 jours aujourd'hui qu'on a commencé à travailler ici. C'est avec des pièces, il n'y a pas de machine. C'est pas facile. Hein? À ce jour, selon le ministère de l'Industrie et des Mines, on dénombre 47 sites d'orpaillage illégal et clandestin nouvellement investis, 142 sites recolonisés après déguerpissement et fermeture. Le gouvernement a beau jeu de multiplier les campagnes d'information et de sensibilisation pour inviter les clandestins à se mettre en règle vis-à-vis de la loi, peine perdue. La quasi-totalité des orpailleurs continue d'opérer dans l'illégalité. Ceux-ci bénéficient même de la complicité des populations avec la caution morale des autorités coutumières et traditionnelles qui leur cèdent des parcelles moyennant de l'argent et beaucoup d'argent. Chaque personne a sa terre. Donc, quand un acheteur arrive, il traite avec peu là-bas. On donne des droits d'entrée, on donne des droits de sacrifice, puis ils travaillent et puis en retour, sur le gramme, on leur donne les prix, soit 2000. Si les populations aident souvent ces orpailleurs clandestins-là dans leurs tâches pour les miettes qu'elles reçoivent, elles oublient que si de façon légale, une société est installée, ces populations gagneront beaucoup plus, 100 fois plus que les miettes qu'elles reçoivent avec ces orpailleurs clandestins-là. Face à l'expansion de l'orpaillage illicite et clandestin, le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie et des Mines, a adopté en octobre 2013 un programme national triennal de rationalisation de l'orpaillage, PNRO. L'une des actions fortes du PNRO a été la fermeture de 429 sites d'orpaillage illicite, dont 134 pour l'année 2016. Rappelez-vous le cas de Djekanou à Groudji en 2014. Vous avez eu une invasion d'orpailleurs pour une population estimée à 1430 habitants. Nous étions arrivés à une invasion de l'ordre de 14 500 orpailleurs. L'État a pris toutes ses responsabilités en procédant au déguerpissement avec le soutien du ministère de la Défense. L'état des lieux avait vraiment fait état d'une situation catastrophique au niveau sanitaire, au niveau environnemental, au niveau de la sécurité. Après donc
cet état des lieux, nous avons réuni donc les parents et tout le monde. On s'est parlé, on leur a donné un délai pour libérer les sites. Et donc, c'est ceux qui n'ont pas pu libérer à temps, c'est ces personnes-là que nous avons déguerpies. Dans le même temps, le gouvernement entamait la formalisation des activités liées à l'exploitation minière, artisanale et semi-industrielle, ainsi que la formation des agents de l'administration des mines et des opérateurs miniers aux bonnes pratiques en matière d'exploitation minière artisanale. La clandestinité doit un peu assister quelque part. Je pense que le gouvernement doit prendre le taureau par les cornes et éradiquer ce phénomène. Et puis avec les risques que ça coule, les risques de nappes phréatiques, l'empoisonnement des coupes d'eau et tout, parce qu'ils utilisent du mercure, du cyanure. C'est très dangereux. L'exploitation artisanale de l'or est une activité qui est prévue par la loi minière. Mais c'est cette manière de faire dans la clandestinité qui fait que l'activité est illégale. L'orpaillage illicite et clandestin aujourd'hui revêt un caractère transfrontalier avec des conséquences néfastes sur l'environnement. La Côte d'Ivoire, pour sa part, est prête à mettre en place des stratégies pour organiser cette activité, la formaliser et former les acteurs pour une exploitation respectueuse de l'environnement et des droits humains. Il reste que l'orpaillage bien maîtrisé et respectueux des règles contenues dans le code minier est d'une importance vitale pour notre économie dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, notamment en milieu rural. Voilà un dossier signé Eugène Atoubé sur l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Le 7 sur 7 à présent, les faits marquants de l'actualité internationale en 7 jours. Premier arrêt, la France, pour l'ouverture du procès du vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang. Le 7 sur 7, c'est avec Sidonie Davila. Le premier procès de l'affaire dite des biens mal acquis de Théodorin Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, s'est ouvert lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Le vice-président est poursuivi pour blanchiment, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Des affrontements ont fait une centaine de morts mardi à Bria, dans le centre-est de la Centrafrique. Ces violences surviennent alors que 13 groupes rebelles ont signé en début de semaine à Rome un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat sous le parrainage de la communauté catholique Saint-Égidio. C'est tout un symbole qui part en fumée. La grande mosquée Al-Nouri et le minaret penché de Mossoul ont été détruits mercredi. Selon l'armée irakienne, les djihadistes de l'organisation de l'État islamique l'ont fait exploser. L'EI a rapidement réagi, accusant l'aviation américaine d'avoir détruit les 2 monuments par un bombardement. Ouverture jeudi à Bruxelles du sommet exceptionnel sur le Brexit. Au cours de cette rencontre, les 27 chefs d'État européens se sont retrouvés pour réitérer l'accélération de la procédure de divorce avec le Royaume-Uni. Une procédure qui devra être enclenchée dès septembre par le nouveau gouvernement britannique. Les ambitions présidentielles du principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, ont été refroidies vendredi en raison d'une condamnation à 5 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds. Le blogueur russe et farouche opposant à Vladimir Poutine a été jugé inapte par la Commission électorale centrale de la Russie. Selon cette commission, il ne remplit pas les critères légaux pour être candidat à l'élection présidentielle de 2018. Les secouristes recherchaient encore d'hypothétiques survivants après un glissement de terrain qui a rasé un village du sud-ouest de la Chine samedi. Seuls 3 survivants, un couple et son bébé d'1 mois, ont été secourus et hospitalisés. Plus de 100 disparus et une soixantaine de maisons englouties depuis qu'un pan de montagne s'est détaché en raison de fortes pluies. Depuis lors, près de 500 secouristes sont à l'œuvre, même si les espoirs de retrouver les disparus s'amenuisent. Au moins 123 personnes tuées
et une centaine blessés par un incendie dimanche au Pakistan. À l'origine de ce drame, un camion-citerne transportant 40 000 litres de carburant renversé et des riverains pressés de récupérer le carburant répandu sur la chaussée. 10 minutes plus tard, le camion-citerne a explosé, créant une énorme boule de feu qui a englouti tous ceux qui récupéraient le carburant. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente fête de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans. Bonsoir à Bandoukou, la ville aux 1000 mosquées. Une hyperbole pour dire que dans la capitale de la région du Grand-Togo, on trouve une mosquée dans pratiquement chaque grande famille. Mais il n'y a pas que l'islam comme religion à Bandoukou. Les musulmans cohabitent harmonieusement avec les chrétiens depuis des siècles. Très bon dimanche à tous.